D'accord. Alors maintenant, je vais passer la parole à notre troisième intervenante, donc à Inès Turki, qui est chargée de projet Jardiner autrement à la SNHF. Inès, je vous rappelle, comme pour vos collègues conférenciers, que vous avez 25 minutes d'exposé. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Bien, merci. Donc bonjour à tous, Inès Turki, chargée de projet au pôle Jardiner autrement de la SNHF. Donc moi, je vais vous parler d'observation des plantes dans leur environnement. Donc la plante entretient des relations entre le sol et l'atmosphère. Ces relations contribuent au bon fonctionnement et au développement de la plante. Donc pour ce faire, la plante est en interaction avec l'atmosphère par sa tige et par son feuillage, et avec le sol par ses racines. Donc dans l'environnement de la plante, on retrouve des facteurs comme l'eau, les minéraux, la lumière, la température, le vent. Donc ce sont des éléments dits abiotiques. En parallèle à ces facteurs abiotiques, on trouve d'autres facteurs liés aux êtres vivants présents dans l'atmosphère et le sol. On trouve les micro-organismes et les animaux. Donc, ces micro-organismes et ces animaux peuvent être bénéfiques, mais aussi pathogènes. Donc, ces différents facteurs peuvent avoir un effet positif ou négatif sur le développement des plantes. Donc, lors d'effets négatifs, le jardinier va chercher à comprendre quelles en sont les causes et pour cela, il va observer et aboutir à un diagnostic lui permettant de résoudre le problème phytosanitaire rencontré et agir en conséquence. Donc, l'observation, pourquoi, où et quand. Donc, pourquoi on va chercher à observer son jardin, sa plante, sa culture. Donc, l'observation va permettre d'optimiser l'efficacité des moyens de protection des plantes. Un bon diagnostic va permettre d'adapter une bonne solution pour sauver sa plante. L'observation va permettre d'agir au bon moment et d'anticiper pour mieux protéger ses plantes. Et donc l'observation va aussi être lorsqu'on va observer ces plantes, on va être en capacité de détecter de nouveaux bioagresseurs émergents sur le territoire français. Donc, quand observer? L'observation du jardin peut se faire à tout moment de la journée. Il faut quand même éviter les périodes de forte chaleur. On va préconiser une observation en début de matinée qui est la plus favorable. Ou observer, donc les causes de désordre des plantes peuvent se cacher vraiment partout sur la plante. Donc il ne faut pas hésiter à regarder sous les feuilles, à contrôler l'écorce, le collet, mais aussi parfois regarder les racines, donc quand c'est possible. Il est essentiel aussi de surveiller les plantes les plus fragiles, puisque certaines plantes souffrent plus des conditions climatiques que d'autres. Donc, connaître ces plantes permet de savoir plus facilement si un bioagresseur est présent ou si c'est l'environnement qui est en cause. Donc, bien sûr, quand on observe ces plantes, il ne faut surtout pas s'alarmer pour une ou deux taches sur une plante. Comme l'a dit Michel Javois, on ne cherche pas une élimination totale du bioagresseur, mais un équilibre au jardin ou dans sa culture. Donc, dans cette partie, je vais développer comment observer ces plantes pour aboutir à un bon diagnostic. Donc, l'origine de l'altération d'une plante doit être recherchée parmi deux principales causes. Les causes abiotiques, qui sont souvent méconnues, mais aussi sous-estimées. Donc, l'origine de ces causes abiotiques doit être recherchée dans l'environnement des plantes, c'est-à-dire la parcelle, l'abri où sont produites les plantes, le jardin, etc. Donc aussi dans les conditions environnementales qui englobent le climat, mais aussi la texture du sol, sa structure et sa qualité. Et enfin, on va aussi chercher ces causes abiotiques dans les pratiques du jardinier ou de l'agriculteur, donc toutes les tâches qu'il a effectuées sur sa plante. Donc les maîtres mots lorsqu'on fait du diagnostic, c'est vraiment observer et questionner. Donc, ce questionner permet d'affirmer ou d'infirmer une hypothèse d'un accident climatique, par exemple. Donc, on va se demander, est-ce que j'ai eu un accident climatique, de la grêle qui ont impacté mes fruits, du gel et du dégel. Mais aussi, on va se poser des questions sur toutes les actions qu'on a faites. Est-ce qu'on a apporté trop d'éléments minéraux, par exemple, donc ce qui a induit une phytotoxicité, ou si au contraire, on n'en a pas assez apporté et donc on aboutit à des carences nutritionnelles.
Donc ensuite, parmi les causes biotiques, donc ce sont les causes qui viennent en premier. Quand on observe un dérangement auprès de ces plantes, on va penser direct que c'est lié à des causes biotiques. Donc elles sont regroupées sous le terme générique de bioagresseurs, avec d'une part les micro-organismes et les ravageurs. Donc les micro-organismes sont susceptibles de provoquer une très grande diversité de symptômes pour lesquels il existe de nombreux risques de confusion. Donc les micro-organismes regroupent les virus, les nématodes, les champignons et les bactéries. Donc leur taille réduite ne facilite pas du tout leur identification. À cela s'ajoutent les ravageurs. Donc eux, ils sont facilement observables et reconnaissables à l'œil nu. Donc parmi les ravageurs, on a le grand groupe des arthropodes, qui est divisé en deux catégories, les insectes et les arachnides, donc avec les acariens et les araignées. Ensuite, on a le groupe des nématodes et le groupe des autres ravageurs qui regroupent les oiseaux, les mollusques et les petits mammifères. Donc concrètement, comment s'y prendre pour réaliser un diagnostic de terrain? Donc l'objectif est de collecter un maximum de données, d'informations sur la problématique rentrée et le contexte dans lequel elle se manifeste. Donc dans un premier temps, il convient de définir si la problématique est d'origine biotique ou abiotique. Donc pour cela, voici quelques repères qui permettent de faire la différence entre ces deux grandes catégories. Donc notamment, il convient d'apprécier la nature et la localisation des symptômes. Donc à plusieurs endroits en particulier sur la plante, on va regarder, dans un premier temps, on va comparer une ou des plantes malades à une plante saine. En effet, c'est important de se rendre compte de ce qu'est la normalité de la pousse, de la croissance des plantes pour être mieux à même d'identifier et de repérer les plantes qui sont malades ou plus ou moins malades. Ensuite, il faut qu'on regarde où sont situés les symptômes sur la plante malade. Donc, on regarde le couvert végétal, donc la partie aérienne, mais pas seulement. Il ne faut surtout pas oublier en fait, le système racinaire qui est prépondérant dans le développement d'une plante. Donc, en fait, souvent, des dégâts non apparents sur le système racinaire sont responsables des symptômes que l'on va observer sur la végétation aérienne. Donc, en fait, on parle de symptômes primaires. On a affaire à des symptômes primaires sur le système racinaire. Et il apparaît des symptômes secondaires sur la végétation aérienne, donc qui sont en conséquence des symptômes primaires. Je m'explique. Donc, par exemple, on va avoir au niveau des racines un excès d'eau ou des nématodes algales sur nos racines ou une pourriture racinaire. Donc, on va voir apparaître au niveau de la partie aérienne un flétrissement, des jaunissements et des dessèchements. Donc, en fait, on a souvent tendance à focaliser sur les symptômes secondaires et ne pas s'intéresser à la cause primaire. Donc, quand c'est possible, il ne faut vraiment pas hésiter à en fait, déterrer sa plante pour observer ses racines. Donc, une fois qu'on a observé la plante, il est important de regarder la distribution des plantes qui ont un problème. Donc, souvent, cette distribution est prépondérante pour dissocier les causes biotiques ou abiotiques. Donc, en général, une cause abiotique se caractérise par l'apparition de symptômes de façon soudaine et progressive sur des grandes superficies. Donc, cela s'explique par en fait, la généralisation d'un acte sur une parcelle. Par exemple, quand il grêle, il va grêler vraiment sur toute la parcelle et pas juste sur une plante. Les causes biotiques, quant à elles, ont des répartitions plus épidémiques. On va avoir des plantes dispersées, des foyers qui vont se développer plus ou moins vite dans un temps. Donc, on va parler plutôt de dynamique épidémique. Donc, une fois qu'on a dégrossi un petit peu la situation, il faut qu'on confirme une des deux hypothèses, donc biotique ou abiotique. Donc, en fonction de la situation définie, on va affiner son hypothèse pour confirmer la cause exacte. Donc, vient ensuite la phase de questionnement qui permet de confirmer ou d'infirmer mon hypothèse biotique ou abiotique. Donc, ces questions pour les causes abiotiques vont surtout porter sur le moment d'apparition des symptômes, qui va permettre de connaître la vitesse d'évolution de la maladie sur les plantes
et on va se poser aussi les interventions qu'on a pu faire sur notre culture. Donc voilà, toutes ces informations vont permettre d'identifier les causes abiotiques. Donc si une cause abiotique est suspectée, ensuite d'autres critères seront cherchés, souvent en fonction des exigences de la culture, des facteurs agro-environnementaux ayant pu influencer différents stress. Donc, dans le cas d'une cause biotique, c'est le contexte parasitaire qui va être précisé. Donc, on va chercher à trouver des symptômes plus spécifiques que ceux qu'on a vus dans un premier temps. Par exemple, on va chercher des signes, par exemple des structures produites par les champignons comme du mycélium, des sclérotes. On va s'intéresser aussi à la plante, en fait. Est-ce que notre plante, elle est résistante face à certaines maladies? Et aussi, on va s'intéresser aux facteurs agro-culturaux qui ont pu influencer favorablement certaines maladies aux ravageurs et qui vont pouvoir expliquer leur importance dans la culture. Donc, la phase de réflexion permet de synthétiser l'ensemble des critères recensés sur le terrain. Cette synthèse permet de constituer le portrait robot de la maladie ou du ravageur qui convient de comparer à celui de différentes ressources. Donc, l'étude des différentes ressources va permettre d'avoir des informations sur la maladie ou le ravageur qu'on a en hypothèse. Et donc, en comparant ce portrait robot aux infos que l'on trouve dans les ressources, on va pouvoir affirmer ou non son diagnostic. Donc, ici, vous avez un exemple donc, sur tomates. On a donc un exemple d'une cause abiotique, qui est la nécrose apicale, et un exemple d'une cause biotique, l'alternariose. Quand on regarde comme ça, on pourrait penser que c'est une même maladie et qu'on peut penser que c'est un champignon qui induit cette maladie. Et en fait, pas du tout. Donc, contrairement à ce que l'on pourrait penser, au niveau de la nécrose apicale n'est pas due à un champignon, mais à la conséquence d'irrégularités d'irrigation. Donc, ces irrégularités d'irrigation vont entraîner une mauvaise absorption du calcium par la racine et donc une carence en calcium. Lorsqu'on regarde l'alténariose, donc contrairement à la nécrose apicale, les symptômes de l'alternariose se développent déjà à tous les stades de développement de la plante, puisque la nécrose apicale se développe uniquement sur le fruit. Et donc, la tâche que l'on observe lors de la maladie de l'alternariose, elle se développe dans la partie supérieure du fruit, contrairement à la nécrose apicale qui se développe à la base. Donc, j'en ai fini pour l'exemple. Maintenant, les outils qui sont à disposition. Donc, les outils nécessaires au diagnostic. Donc, les symptômes que l'on observe sont la base de la détermination. Cependant, il arrive que ce ne soit pas suffisant. Alors, on peut passer la plante à la loupe avec un grossissement entre x8 et x10. Par exemple, lorsqu'on a un ravageur, on peut compter le nombre de pattes pour savoir s'il s'agit d'un insecte ou plutôt d'une araignée. On peut aussi, grâce à la loupe, distinguer l'anatomie générale de l'insecte. Ensuite, la photographie est une technique très utile pour l'aide au diagnostic. Elle permet au calme de regarder de près les symptômes et ensuite de consulter, par exemple, un réseau d'experts susceptibles d'identifier le responsable, susceptible de nous aider. Ensuite, donc pour les jardiniers amateurs, nous avons le site Jardiner Autrement, qui est un site ressource pour les jardiniers amateurs. Donc, au sein de ce site, vous trouverez de nombreux articles sur le développement des plantes et les bioagresseurs et les maladies du jardin, notamment le guide d'observation et du suivi des bioagresseurs au jardin. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour mettre en œuvre de bonnes actions de jardinage, il est nécessaire de connaître et reconnaître les habitants du jardin, que ce soit des auxiliaires donc positifs pour le jardinier, ou des ravageurs. Et il est bien sûr important de différencier les causes biotiques et abiotiques.
Donc, comment est composé ce guide? Donc, ce guide est composé d'une centaine de fiches couple plantes bioagresseurs. Donc, ici, vous avez un exemple. Donc, en première partie, on va avoir un petit peu la fiche d'identité du bioagresseur et ensuite viendront des éléments de biologie pour faciliter la reconnaissance du bioagresseur et ensuite les symptômes et dégâts qui causent. Donc, ce guide est aussi la base sur laquelle s'appuient les jardiniers amateurs pour rédiger les BSV. Donc, en développement de ce guide, une application a été développée par l'INRA et la SNHF, l'application VigiJardin. Donc, elle permet d'identifier les bioagresseurs du jardin grâce à l'identification de photos. Cette application est utilisable sur tablette et smartphone. Donc, en gros, donc dans un premier temps, on va sélectionner la catégorie de plante qui a un problème, donc soit une plante potagère, soit une culture fruitière ornementale ou une plante invasive. Donc ici, dans notre exemple, on a le cerisier, donc c'est une culture fruitière. Ensuite, on choisit l'espèce, donc ici le cerisier. On va aboutir à une base de données photographiques. Et donc, on va comparer ces photos avec ce qu'on observe sur le terrain. On va cliquer sur les photos qui ressemblent plus aux symptômes qu'on observe sur le terrain. Et on va aboutir à un diagnostic. Donc ici, par exemple, le puceron noir du cerisier. Et on va avoir accès à sa fiche d'identité, les symptômes qui causent, etc. Donc ensuite, le MOOC Santé des plantes, donc ce MOOC a été mis en ligne en 2017 par la SNHF. Donc, il présente toutes les clés pour conduire une observation simple et aboutir à un bon diagnostic. Et les vidéos de ce MOOC sont disponibles donc, sur le site Jardiner Autrement. Donc, vous y apprendrez le fonctionnement des plantes et leur observation dans leur environnement. Vous reconnaîtrez les principaux ravageurs et maladies des plantes pour être au final capable d'identifier les causes et désordres affectant la santé des plantes. Hortiquid, c'est une application et un site internet. Donc l'application est téléchargeable sur smartphone. Donc elle s'appuie sur 150 experts bénévoles de la SNHF qui répondent à vos questions. Donc vous pouvez poser la question directement sur le site Hortiquid. Si la question a déjà été posée et qu'on a une réponse, vous avez la réponse directement. Puis si la question n'a jamais été posée, des experts se chargeront de vous répondre. Donc le domaine d'expertise va de la nomenclature à la génétique en passant par la santé des plantes ou même l'économie du jardin. Donc les BSV, on en a parlé tout à l'heure avec l'intervention de Michel Javois. Donc pour rappel, on distingue les BSV pour les zones agricoles, donc avec différenciés suivant les cultures, et les BSV pour les zones non agricoles, pour les zones, pour les GV professionnels, donc pour les jardiniers professionnels ou pour les jardiniers amateurs. Donc, les suivis se font de manière régulière afin d'avoir une évolution dans le temps des populations de bioagresseurs. Les observations se font grâce à des guides de protocole d'observation homogénéisés. Donc, pour les jardiniers amateurs, ces observations se font grâce au guide que je vous ai présenté tout à l'heure. Et donc ensuite, les observations sont synthétisées dans les bulletins de santé du végétal répartis par région. Enfin, les FREDON, donc la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles, sont des structures répandues dans chaque région et leur domaine d'intervention et d'expertise porte sur la surveillance, la prévention de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux. Donc en conclusion, l'observation fait partie des 3 grandes étapes pour maintenir les équilibres au jardin. Grâce à l'observation, on va permettre de mettre en place des mesures prophylactiques pour ensuite pouvoir gérer au mieux toutes les problématiques grâce aux outils de biocontrôle. Donc, merci pour votre attention et je suis disponible pour répondre à vos questions. Donc, merci Inès. Yes. Catherine Pelletier,
à qui je dis bonjour. Je pense qu'elle me reconnaîtra. Comment faire la différence entre le flétrissement et le jaunissement des feuilles dû à l'excès d'eau ou au contraire dû à l'excès d'eau? Au contraire à l'excès d'eau. Oui, bon, elle a dû se répéter. Donc, comment faire la différence entre un flétrissement et le jaunissement des feuilles dû à l'excès d'eau? Après un flétrissement, on observe que la feuille va plutôt se recroqueviller, alors qu'un jaunissement, la feuille jaunit. Et puis, en effet, si on se pose la question, est-ce que le jaunissement, si on observe un jaunissement, on va se demander, est-ce que j'ai apporté énormément d'eau? Donc, si c'est oui, donc c'est forcément qu'il y a un excès d'eau. Puis, si c'est non, il va falloir chercher la cause ailleurs, par exemple une carence au niveau une carence nutritionnelle. Poser la question en fait de ce qu'on a fait à la plante. Dans la période précédente, effectivement. C'est ça. Tout à fait. Alors, pouvez-vous nous rappeler le nom du guide qui répertorie les symptômes des maladies? Bon, ça, vous pouvez le rappeler. C'est le guide d'observation des bioagresseurs et il est disponible sur le site Jardiner Autrement. Et de toute façon, le lien sera disponible dans les actes qui vous seront envoyés le 8 février, qui seront disponibles sur les sites de Jardiner Autrement et de la SNHF le 8 février. Je demande, a-t-on une idée de la propagation de la chenille processionnaire dans l'Hexagone? Ça, on pourra avoir des informations en regardant justement les BSV de la région. Donc, ça, il faut que Madame Jacqueline regarde les BSV de sa région et puis elle pourra avoir une idée de la propagation des chenilles. Alors, je peux apporter, si tu permets, Michel, une petite question. Oui, tout à fait, oui. Un spécialiste de la question, mais il se trouve que je suis à côté de l'INRA, de la station qui s'occupe de cet aspect-là. Donc, je discute souvent avec eux. Donc, il y a en fait une progression qui se fait du sud vers le nord, avec un front relativement constant. Et puis, en plus de ce front, une progression qu'on appelle en doigt de gant, c'est-à-dire des endroits qui dépassent ce front de progression, qui sont liés à des transferts de végétaux, notamment dans des opérations soit d'ornement de stations d'autoroute, où on transfère le pin noir d'Autriche, qui est un arbuste qui coûte peu cher, et on amène avec les racines donc les chenilles, ce qui explique que ça se développe plus vite que le front. Mais je suis complètement de l'avis d'Inès. Régionalement, il faut regarder les bulletins de santé des végétaux qui sont très bien documentés sur ce ravageur. Question de Franck Rousier, très intéressante. Les protocoles de reconnaissance des insectes et maladies sont-ils donnés aux jeunes apprenants dans leur cursus de formation? Oui, bien sûr. Les protocoles d'identification en fait, sont disponibles dans le guide. Donc, dans le guide, vous allez avoir une grille avec les protocoles expliqués. Donc, ouais, pas de souci. Chantal Mandier nous demande que faire pour se débarrasser des pucerons. Vous voulez nous reparler des pucerons, Inès, un peu? Alors, pour se débarrasser des pucerons, on peut favoriser leurs prédateurs comme les coccinelles. Après, il existe aussi des moyens de lutte avec des produits de biocontrôle. Donc, ces moyens de lutte, vous pouvez les trouver sur le site Jardiner Autrement. On a fait une petite vidéo tuto pour identifier les symptômes dus aux pucerons et comment s'en débarrasser. Donc, cette vidéo tuto est sur la chaîne YouTube Jardiner Autrement. Alors, il y a une question aussi de Janine Barret. Comment lutter contre le ver du poireau? Alors, contre le ver du poireau, on peut installer des filets insectes-proof. Ça marche bien. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est tout simplement repérer les cocons avant l'apparition du ver et les enlever à la main. Et après, il existe certainement des produits de biocontrôle. Donc, je demande à nos auditeurs s'ils ont d'autres questions. Sinon, nous allons clore cette journée. Donc, chers auditeurs, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de clore cette journée, cette première série de webinaires.
La question a été posée dans la conversation ou par différentes personnes. Les conférences et les actes seront disponibles à partir de 9 février, c'est-à-dire à l'issue de nos 3 séries de webinaires, que ce soit sur les sites de la SNHF, de Jardiner Autrement, sur YouTube, et pour les actes, que ce soit en version papier, numérique, etc. Donc, je vous reparlerai de tout ça le 8 février, mais tout cela vous sera mis à disposition à partir du 9 février. Donc, en votre nom à tous, encore une fois, merci à Michel Javois, merci à Yvan Sage, merci à vous Inès Turki, de votre participation de ces brillantes conférences. Merci à Marion à la technique. Donc, on ne la voit pas, mais voilà, on l'applaudit. Merci à vous, chers auditeurs. Et n'oubliez pas que pour chacune des journées, une inscription est à faire au préalable.